grands farceurs. Bah, on va mettre... gymnopédie, vu qu'on parle d'un sportif. Ouais. Alors, ben, je vais parler de Mohamed, The Greatest Ali. Oui, son surnom est bien le plus grand. Voilà un homme qui, pour moi, a incarné l'archétype du guerrier du début jusqu'à la fin de sa vie. Il a accepté chaque défi, il n'a pas arrêté de se battre malgré toutes les différentes défaites que la vie lui a données. Je vais tenter de vous partager pourquoi Mohamed Ali, ou Cassius Clay, est considéré et a le surnom du plus grand. Hold it. He's yelling behind us. Cassius Clay, wait a minute. Come here. Come here. Come here. Come here, champ. I'm the greatest thing that ever lived. Now, I don't have a mark on my face. Yeah. And I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I told the world. I talk to God every day. If God's with me, can't nobody be against me. Sonny, I shook up the world. I know God. I know the real God. Cassius, wait a minute, Cassius. Let me ask you this now. You told me when you visited in Los Angeles you could do it in 8. Well, you thought Sonny and figured Sonny was great. How come you did it in 6 or 7? You did it in 7. I had him going in 8. I was getting ready to take him in the 8th, as you can see. But the man stopped it just to keep from making me look so great. Right. I see. Now, give us that poetry on number 7. He wanted to go to heaven, so I took him in 7. You took him in 7. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. Hold it. You're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. I shook up the world! I shook up the world! Wait a minute, Cash, wait a minute. You must listen to me! Now listen to me. I am the devil! All right, hold it. Ladies and gentlemen, I must tell you this. I can't be beat. Joe, wait, hold it. They're blowing the champ, but I don't think so. All right, tell us this. All right, Cash. Thank you. Thank you, Cassius Clay, the heavyweight champion. Let's get our champion, Joe Louis, over here as the camera follows Cassius Clay. Joe. Voilà, donc commençons par le contexte. Il a gagné la médaille d'or, enfin, je veux dire qui il est, pas juste le contexte, mais qui il est. Donc il a gagné la médaille d'or des Jeux Olympiques dans la catégorie mi-lourd. Il s'est converti à l'islam et a changé son nom de Cassius Clay à Mohamed Ali. À 22 ans, il a gagné le titre de champion du monde de Sonny Liston. Il a refusé d'être conscripté à l'armée. Suite à ça, il a arrêté et été jugé coupable pour fuite de conscription pour une sentence de 5 ans en prison et a perdu tous ses titres de boxe ainsi que sa licence de boxe. Il a fait appel et 4 ans après, la Cour suprême a annulé sa conviction. Suite à ses actions en tant qu'objecteur de conscience, il est devenu une icône de la contre-culture américaine. Il était une célébrité pour le Black Pride pendant les mouvements des droits civils des Noirs américains. En tant que musulman, il était d'abord affilié aux radicaux de la nation de l'islam pour ensuite adhérer à l'islam sunnite et supporter l'intégration des races aux États-Unis. Focus et dans le monde, hein, soyons honnêtes. Focus sur la boxe. Il est le boxeur poids lourd il est le boxeur le plus important du XXe siècle et le seul triple champion linéal de la catégorie poids lourd. Il a gardé 2 records pendant 35 ans, battre 21 boxeurs pour le titre de champion du monde et 14 combats d'unification. Il est le seul boxeur à avoir été nommé 6 fois le boxeur de l'année par le Ring Magazine. Il est classé comme le meilleur poids lourd de tous les temps, le plus grand athlète du XXe siècle par Sports Illustrated, la plus grande célébrité du XXe siècle par la BBC, et le 3e plus grand athlète du XXe siècle par ESPN. C'est pas mal. Il a participé à plein de combats historiques contre Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier et celui qu'on va explorer plus tard contre George Foreman. Dans un temps où les boxeurs laissaient parler leurs managers, Ali était souvent provoquant, exagérant, grotesque, drôle et utilisait de la poésie ou des rimes pour insulter ses adversaires. Certains considèrent qu'il a anticipé des éléments du hip-hop. À côté de ça, il était musicien et a reçu 2 nominations au Grammy. Il a été acteur et écrivain et a publié 2 autobiographies. Après s'être retiré de la boxe de matière controversée, j'en parlerai après, il s'est concentré sur la religion, la charité et l'humanitaire. Plus tard, il a révélé sa maladie de Parkinson. Il a aussi révélé qu'il a eu le diagnostic bien avant de s'être retiré de la boxe. Et donc la controverse, physiquement, il ressemblait plus à rien, quoi. Il avait Parkinson, ça a un effet sur le physique, hein. Mais malgré ça, il a continué de boxer malgré les problèmes physiques dus à cette maladie. Il avait des problèmes d'argent et au fur et à mesure que sa situation s'aggravait, il apparaissait de moins en moins en public. Sa famille s'est occupée de lui jusqu'à sa mort et il a été estimé qu'il a reçu plus de 200 000 coups dans toute sa carrière. Et voilà, donc on va passer, boom, western inutile, le grand acte.
Alors perso, j'ai eu du mal à choisir son grand acte parce qu'il a eu tellement de défis dans sa vie, certains réussis, d'autres non. Mais voici une liste des grands actes que j'ai finalement abandonnés, mais que je vous invite fortement à rechercher. J'ai choisi en fait l'acte pour lequel il est le plus connu. Je me suis dit, il est très bien. Donc la fois où il a jeté sa médaille olympique dans la rivière après avoir été refusé dans un restaurant américain pour sa couleur, malgré son exploit aux Jeux Olympiques, et toute la controverse autour d'un combat qu'il aurait eu ou non avec des gens du restaurant, et bien sûr les flics donnaient raison au restaurant de l'avoir viré de là. Comment il a annoncé plusieurs fois le round où il allait gagner par KO, et que cela se produise exactement comme il l'a annoncé. J'aurais pu lister aussi ses plus grandes punchlines et le contexte de toutes ces punchlines. J'aurais pu lister aussi sa victoire contre Sonny, parler de sa victoire contre Sonny Liston, où pendant tout un round, il ne voyait plus rien du tout. Ou quand il a dit je n'ai rien contre les Viet Cong, les Viet Cong ne m'ont jamais traité de nègre, pour refuser d'aller se battre au Vietnam. Il a dit bien sûr plein d'autres choses intéressantes sur le sens de cette guerre, mais ça c'est quand même une phrase assez forte je trouve. Le combat contre Terrell, où tout le long du combat il criait « What's my name ?» parce qu'en fait Terrell refusait de l'appeler Mohamed Ali, et donc il a choisi de ne pas le mettre KO, mais de lui donner une leçon de boxe et de vraiment lui faire mal sans vraiment le mettre KO. Et tout le long du combat, What's my name? What's my name? J'aurais pu parler de ça et tout le contexte de ça. J'aurais pu parler de son combat légal contre les États-Unis pour pouvoir boxer à nouveau. Il en a perdu 4 ans de ses meilleures années de boxe. Comment il a dû changer son style de combat après 4 ans d'absence et perte de sa condition et de sa vitesse. J'aurais pu parler de sa trilogie avec Joe Frazier, la fois où il a participé à un des premiers combats de MMA contre un catcheur japonais. C'est vraiment très drôle à regarder au passage. C'est pas fantastique, c'est juste marrant de voir ce match. J'aurais pu parler de sa maladie et les combats liés avec cette maladie et à ses besoins d'argent à cette époque. J'aurais pu parler du seul combat où il a perdu avant la fin de la rencontre. C'était quand il était malade, bien sûr. Et il souffrait, c'était contre Larry Holmes, qui est quand même un putain de boxeur. Il souffrait déjà visiblement de Parkinson. Et c'est pas lui qui a décidé d'arrêter le combat, c'est son coach qui s'est dit non mais là, ça va pas quoi. Et donc, en fait, il voulait continuer, il s'est énervé contre son coach. Mais putain, je peux continuer, laisse-moi continuer à battre. Même s'il souffrait de Parkinson, même s'il se faisait complètement défoncer, il était prêt à continuer. J'aurais pu parler de Ali et les femmes, j'aurais pu parler de sa tentative de vouloir réunir les Beatles. Oui, il a voulu faire ça. J'aurais pu parler de sa carrière d'acteur, d'écrivain, de chanteur ou de proto-rappeur, vu qu'il faisait ça un peu à l'avance. J'aurais pu parler de la fois où il a convaincu un homme de ne pas sauter du 9e étage d'un building en allant lui parler. Je veux dire, sans déconner, je voulais parler exclusivement de celui-là à la base, et puis je me suis dit, ouais, mais bon, il a fait quand même plus que ça. J'aurais pu parler de ses œuvres de charité, ses œuvres caritatives, ou ses actions en politique à visée humanitaire. J'aurais pu parler de ses 2 apparitions avec la flamme olympique, la première où il l'a allumée malgré clairement souffrir du Parkinson, et la deuxième où sa femme a dû l'aider à tenir debout le drapeau olympique. Mais donc non, j'ai choisi finalement de parler du Rumble in the Jungle. Exactement, j'ai des sons maintenant. En fait non, je l'avais depuis longtemps, mais je l'utilise maintenant. Rumble in the Jungle, Ali contre Foreman, financé majoritairement par Muammar Gaddafi. Mobutu accepta de faire ce combat au Zaïre, à Kinshasa, dans le but de montrer son pays sous une meilleure lumière. Ali revenait de sa suspension de boxe et avait gagné plusieurs combats pour avoir la chance de regagner son titre de champion. Il a ensuite perdu cette chance au titre contre le champion de l'époque, Joe Frazier. Mais George Foreman, son adversaire du combat, un monstre, il mettait tout le monde KO en dessous de 3 rounds. Ses coups de poing faisaient des trous dans les murs. Ouais, des trous dans les murs. Il a gagné le titre de champion du monde de Joe Frazier, donc en le mettant KO en 2 rounds. Donc Joe Frazier, le gars qui a gagné contre Ali, George Foreman, il l'a mis KO en 2 rounds. Voilà. Foreman a participé à un événement où il s'est battu contre 5 boxeurs à la chaîne et les a tous mis KO en dessous de 2 rounds. Ali n'avait plus trop sa forme. Il avait 32 ans. George Foreman, champion du monde, 25 ans. Et avait battu Joe Frazier. Je viens de le dire. Et avait battu Joe Frazier, le gars qu'Ali n'a pas su battre. Dans les mots du coach de Mohamed Ali, personne ne croyait qu'il pouvait gagner. Moi, je croyais qu'il pouvait gagner. Et Mohamed croyait qu'il pouvait gagner. Et c'est tout ce qui compte.
Le temps au Zaïre avant le combat, Ali, contrairement à Foreman, profite de son temps en Afrique. Il donne des cours de boxe aux locaux, il rencontre des célébrités, il fait de la musique avec les locaux, il est allé au festival. De musique avant le combat. Donc le festival de musique organisé pour promouvoir le combat, pour promouvoir ce combat. Et il y avait des artistes comme James Brown, Celia Cruz, Fania All-Stars, B.B. King, Myriam Makeba, The Spinners, Bill Withers, The Crusaders et Manu Dibango. Et il était là à chaque concert et passait du temps avec les Zaïrois avant et après. Les gens se sont bien sûr demandé, mais qu'est-ce qu'il fout cet Ali? Le résultat, pendant et avant que le combat commence, et même après, un public qui criait « Ali Bomaye, Ali Bomaye !» En français, ça se traduit « Ali, tue-le, Ali, tue-le !» En montant sur le ring, il est complètement relâché, confiant et s'amuse, il va même jouer sur des tambours. Foreman, lui, il est sérieux, si pas irrité, carrément en colère. Ils viennent les uns en face de l'autre, donc Ali et Foreman, l'un en face de l'autre, pour que l'arbitre rappelle les règles. Et le premier truc qu'Ali dit à Foreman est « Quand j'ai battu Sonny Liston, toi gamin, t'étais encore à l'école. » Et le combat a commencé. Pendant le match, Ali commence à l'insulter oralement, sans se fatiguer. Chaque fois que Ali le prend dans le clinch, on peut le voir parler à Foreman. Tout le long du combat, il le nargue. Foreman s'énerve et veut le mettre KO. Il met plus de puissance, plus. Il se fatigue plus. Pourquoi est-ce que ce connard ne tombe pas? Foreman se fatigue. Ali reste debout. Ce mec fait des trous dans des murs, mais Ali reste debout. Ali commence à faire le fatiguer, à faire semblant que les coups lui font effet, et à se laisser rebondir sur les cordes. Et il invente à ce moment même le rope-a-dope en plein milieu d'un combat. Son coach lui demande « Mais qu'est-ce que tu fous, Mohamed? Tue-le, mets-le KO !» Et lui répond « Ta gueule, je sais ce que je fais. Pensant, je n'ai pas à me fatiguer. Laissons ce gros monstre se fatiguer de lui-même. » Et puis le 8e round, Ali demande à George, et ça c'est vrai, hein, à la fin du 8e round, il demande à George « C'est tout ce que t'as, George? T'as plus rien ?» Aucune réponse. Et puis ensuite, gauche-droite, droite, 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 gauche-droite, gauche-droite, et Foreman tombe et ne se relève plus. Ce combat est épique et le choc de sa victoire est vraiment puissant. Même si on y est prêt et même si je voulais spoiler, regardez le combat en entier, c'est vraiment fantastique. La beauté d'Ali est qu'en le voyant... ce que moi j'ai vraiment trouvé beau, c'est que Ali, en voyant que Foreman était en train de tomber, il aurait pu lui donner quelques coups en plus pour être sûr que le gars ne se relève plus, mais il ne l'a pas fait. On peut clairement voir qu'il se retient, qu'il se dit non, laissons-le tomber. Foreman était déjà en train de tomber. Quel humain. C'est entre 30 minutes et 1 heure de votre vie, vous n'allez pas le regretter. Pourquoi entre 30 et 1 heure? C'est dépendant que vous regardez le truc en entier ou juste le combat. Il y a des gens qui font des edits et tout. Donc voilà, regardez ce match. Et donc pour l'influence, on va mettre un boss, hein, c'est très bien. Et donc voilà, à propos de l'influence que par exemple Setak tout simplement, l'influence en général qu'il a eue, je vais commencer par George Foreman, hein, le monstre en question devant lui. Hein. En fait, un truc qu'Ali faisait, c'est que si le gars était sympa, il prenait le temps de parler à ses adversaires après les avoir battus, pour leur expliquer comment il a fait pour les battre. Et Foreman a déjà expliqué dans une interview qu'Ali lui a dit de faire attention à sa colère. Cela l'aide à avancer et ça lui donne la force de faire ce qu'il veut, mais la colère détruit tout, même la personne qui la porte. Et l'influence directe après ce combat, c'est que Foreman a arrêté la boxe et est devenu un prêtre pendant 10 ans, avant de revenir à la boxe et de devenir le plus vieux champion du monde poids lourd de l'histoire. Et le 2e plus vieux champion du monde, tout poids confondu. Le gars devant lui, c'est Bernard Hopkins, 51 ans, je sais plus c'est quoi son poids, mais lui c'est un taré. Et quand on demandait à Foreman pourquoi il était revenu à la boxe, sa réponse était « J'aime la boxe, c'est fun, c'est fun ». Voilà un homme changé. Ou comment Ali, avant le combat de Thomas Hearns contre Sugar Ray Leonard, il va chez chaque boxeur et il leur dit la même chose. Ne lui dis pas, mais moi je suis pour toi, j'ai envie que tu gagnes, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même eu l'occasion de parler entre eux. Et ils se sont bien sûr partagé l'anecdote. Ils ont rigolé. Par contre, j'ai pas noté ici qui a dit la phrase suivante, mais ils ont conclu. Bon ben, il faut pas le décevoir, il faut en faire un combat fantastique, ce qu'ils ont fait, et ils sont toujours amis aujourd'hui. Ali aussi a prouvé le fait que les poids lourds peuvent être rapides et précis comme les poids légers, plutôt que tous des gros tanks avant lui.
Il a aussi montré comment gérer précisément la distance de ses coups, comment bien bouger, comment bien utiliser, rester à distance et quand même faire mal. Bon, je fais un peu mon geek de boxe. En gros, il a plus ou moins prouvé que ouais, il y a moyen. Il a inventé un style, tu vois, le Matrix style. Enfin bon, soit Ali, il a vraiment changé la boxe pour ainsi dire. Voilà, ensuite, il n'y a pas que ça, l'inspiration qu'il a été pour tous les boxeurs et l'inspiration qu'il a été tout au long de sa vie pour eux. Ses œuvres de charité, son art, ses œuvres humanitaires, il a inspiré de par qui il est les artistes et les sportifs à faire du caritatif, là où avant, pour un artiste ou un sportif de faire du caritatif, c'était complètement inconnu à l'époque, pour eux d'être politiquement actifs et tout ça. Et donc lui, c'était littéralement un des premiers à le faire. Les partages et échanges culturels qu'il a facilités, son influence positive sur beaucoup de gens qui l'ont rencontré personnellement, le travail qu'il a fait pour l'intégration des races aux États-Unis, les messages de paix qu'il a continuellement partagés, sauver une personne qui allait se suicider, je veux dire, allez, sauver une vie. Rien que pour moi, c'est assez, tu vois. Mais bon, voilà. Et ensuite, malgré la maladie, continuer de se battre, accepter n'importe quel défi que la vie lui a envoyé. Je veux dire, faire des œuvres de charité pour tout ce qui est Parkinson, pour tout ce qui est maladie des âgés et tout ça, avec plein d'autres personnes. D'autres moments, comme le moment où il allume la flamme olympique, malgré avoir du mal à la porter, et le sens que ça a eu pour beaucoup d'athlètes présents à ces Jeux Olympiques là en 96. Je pourrais être tout à fait honnête, ce moment m'a vraiment fait chialer. Je veux dire, enfin, moi j'ai vu quand même beaucoup de ces combats, et voir comme ça complètement anéanti, avoir du mal d'être debout, avoir du mal de porter la torche, et quand même faire cet effort là. Enfin voilà, la leçon que moi je vois, c'est que quelles que soient les circonstances dans notre vie, on peut toujours faire de son mieux, et ce mieux est relatif à sa situation. La phrase qu'il a souvent répétée concernant son style de combat est la suivante: « Float like a butterfly and sting like a bee ». En français, flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Et donc, sur cette parole, je vous souhaite à tous de flotter comme des papillons, et quand vous le devrez, piquer comme des abeilles. Brap brap. Ouais, donc voilà, vu que je me rends compte que j'aime bien en fait faire du rap, j'ai fait un rap inutile. Du coup, je vais commencer à terminer peut-être par des raps. Celui-ci il est écrit, mais je vais peut-être les improviser et faire de la merde. Ça, c'est aussi tout aussi drôle. Donc voilà, on va voir un first take. Whoop 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 whoop. 1, 2, 3, 4. Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille, de la détermination qui lui venait du ciel. Ne jamais abandonner et aller de l'avant, malgré toutes les difficultés et les circonstances. Dans la boxe, dans l'art ou dans la société, pour intégrer les races ou faire de la charité, inspirer les prochains et créer des amis, prier le divin ou sauver du suicide. Il se donne à fond et accepte chaque défi, malgré les déceptions ou même les réussites. Il a continué de se battre malgré la maladie, accepter qu'on le frappe pour nourrir sa famille. Donc voici les derniers mots que je veux te souhaiter. Merci pour tous les chaos et tout ce que t'as partagé. Je te souhaite du bon, là où tu es dans le ciel, à flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Whoop whoop. Oh putain, ça se termine juste au moment où la batterie s'arrête. Non, ça c'est nickel. Ça c'est beau. Putain, l'écrivain de ce beat, il a tout compris. Hein. Je sais pas c'est qui, mais franchement c'est un bon compositeur. Soit, chronique inutile. Out, out, out. Bra, bra. Chronique inutile, chronique inutile. Chronique inutile, chronique inutile. Je veux dire merci de nous écouter, nous écouter, nous écouter. merci de nous écouter.